Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Un Français prix Nobel d'économie, Jean Tirole, président de la Toulouse School of Economics, a été récompensé pour ses travaux sur la régulation des marchés. Il juge la situation de l'emploi assez catastrophique en France, le jour où l'Élysée tente d'éteindre la polémique sur une possible réforme anticipée de l'assurance chômage. Journée parlementaire des centristes à Paris, en pleine primaire des candidats à la présidence de l'UDI pour succéder à Jean-Louis Borloo. Et alors qu'une enquête du parquet de Paris vise le patrimoine de l'un d'entre eux, Yves Gégaud, nous aurons comme invité François Zocchetto, président du groupe centriste au Sénat. La loi Toubon sur l'emploi de la langue française à 20 ans. Un colloque était organisé au Sénat pour dresser le bilan de cette loi. On en parle avec notre invité ce soir, Jacques Toubon, le défenseur des droits. Avec lui, nous reviendrons également sur l'actualité politique et parlementaire de ce lundi. Après le prix Nobel de littérature attribué jeudi au Français Patrick Modiano, la France est une nouvelle fois récompensée avec Jean Tirole, président de l'école d'économie de Toulouse. Il obtient le prix Nobel d'économie pour son analyse de la puissance du marché de la régulation. C'est une grosse surprise, ça fait plaisir, a-t-il réagi. Et les réactions à ce prix sont nombreuses. François Hollande parle d'une fierté pour la France. Manuel Valls, le Premier ministre, a salué sur Twitter un pied de nez au French bashing. Mais pas sûr que le gouvernement s'empresse de mettre en œuvre une réforme du marché de l'emploi français jugée assez catastrophique par Jean Tirole, tant les déclarations d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, sur une possible réforme de l'assurance chômage ont suscité une levée de boucliers ce week-end. Mounir Soussi. Emmanuel Macron, de nouveau dans le collimateur des socialistes. Après ses propos maladroits sur l'illettrisme supposé des salariés de GAD, le ministre de l'économie crispe une partie de la gauche avec ses déclarations sur l'assurance chômage. Jean-Christophe Cambadélis, patron du PS, préfère parler de maladresse. Mais pour l'aile gauche du parti, c'est une provocation de plus. Faute de pouvoir avoir une stratégie pour s'occuper du chômage, on tombe à bras raccourcis sur les chômeurs qui seraient des fainéants pour une part d'entre eux, qui par ailleurs seraient trop indemnisés s'agissant d'autres. On détourne l'attention de la vraie question qui est le chômage et comment le combattre. Selon Emmanuel Macron, la réforme de la branche d'indemnisation chômage qui accuse un déficit de 4 milliards d'euros n'est pas tabou. Mais pour l'Élysée, elle n'est pas à l'ordre du jour non plus. L'exécutif refuse de se lancer maintenant dans un nouveau chantier. Ce n'est pas le sujet principal de la politique que nous menons et c'est un sujet qu'en termes de méthode, nous serions avisés de laisser l'initiative aux partenaires sociaux qui en ont la responsabilité. Donc ce n'est pas à l'agenda politique. Ces déclarations, suivies de rétropédalage, brouillent la communication du gouvernement et sèment l'exaspération jusque dans les rangs des alliés traditionnels du PS. Ce que je ne comprends pas très bien, et ce que j'avais déjà dit aussi concernant Rebsamen, c'est est-ce qu'on peut avoir des ministres qui bossent, qui appliquent une ligne et qui s'y tiennent ? Ballon d'essai ou maladresse du gouvernement sur la question du chômage. En tout cas, cette controverse intervient un mois après le tollé déclenché par François Rebsamen autour du contrôle des chômeurs, le ministre du Travail qui affirme aujourd'hui que le dossier de l'assurance n'a pas à être rouvert dans l'immédiat. C'est demain que l'on devrait connaître le nom du successeur de Jean-Louis Borloo à la tête de l'UDI. Parmi les candidats, Yves Gégaud, député de Seine-et-Marne, qui est visé par une enquête du parquet de Paris en cause des soupçons d'enrichissement personnel. Voyez la réaction de Chantal Joanneau, sénatrice de Paris, qui forme un tandem avec lui pour la présidence du parti. On l'écoute au micro de Samia Dechir. Ces soupçons et cette rumeur intervient à un moment très particulier du calendrier puisque c'est demain la fin de la première période de vote pour le premier tour. Donc ça a un caractère manifestement politique. Yves Gégaud s'en est expliqué de manière très transparente et très ouverte. Malheureusement, c'est de la politique dans ce qu'elle a de plus désintéressant. Et notre invité ce soir, François Zocchetto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du groupe UDI-UC ici au Sénat. Alors je le disais en titre, les centristes tenaient aujourd'hui leur journée parlementaire à Paris. Le groupe centriste du Sénat sort renforcé après les sénatoriales. On a beaucoup entendu Gérard Larcher parler d'opposition constructive. Alors comment comptez-vous travailler avec l'UMP pour mettre en œuvre cette opposition constructive ? Au Sénat, depuis la dernière élection de fin septembre, il y a un grand changement, ça n'a échappé, je pense, à personne ici, à savoir qu'il y a eu la constitution d'une nouvelle majorité de projets et de gouvernance qui réunit les deux groupes UMP et UDI centristes. Et nous nous retrouvons très bien derrière la présidence de Gérard Larcher, donc désormais,
le Sénat devra produire du positif, si j'ose dire. Pendant 3 ans, on se demandait ce que faisait le Sénat. Il y avait une majorité de gauche qui n'existait plus, un président évanescent. Aujourd'hui, les choses reviennent dans l'action. Mais ça veut dire quoi concrètement? Voter des textes de gauche, par exemple, François Ça Zocchetto? veut dire que sur des textes aussi importants que la réforme territoriale, le projet de loi de finances, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Sénat ne peut pas rendre une copie blanche. Donc nous étudierons le texte du gouvernement, nous ferons des modifications sérieuses et importantes le plus souvent, mais nous aurons un texte qui sortira du Sénat. Finalement, la gauche peut davantage s'appuyer sur les centristes et l'UMP au Sénat pour faire voter des textes plutôt que ses alliés écologistes ou radicaux. C'est le paradoxe de nos institutions et de ce gouvernement qui n'a jamais réussi à trouver une majorité au Sénat, qui peine, semble-t-il, à en trouver une à l'Assemblée nationale désormais, et qui va pouvoir compter sur les travaux de la nouvelle majorité du Sénat, mais sans aucun doute, ces travaux ne produiront que rarement un résultat favorable à ce que souhaite le gouvernement. Et comment comptez-vous travailler avec l'UMP? Est-ce que vous promettez d'être des alliés fidèles? Eh bien d'abord, il faut savoir que nous avons de bonnes relations. Nous nous connaissons avec Gérard Larcher, c'est peu de le dire, et aussi avec Bruno Retailleau, le nouveau président du groupe UMP. Nous avons l'habitude de travailler ensemble. Je crois que nos relations sont marquées sous le signe d'un profond respect et d'une confiance. Le respect, ça veut dire qu'on écoute l'opinion de chaque groupe, on fait l'état de nos divergences et on essaye de voir comment nous pouvons les réduire. Mais il est vrai que le groupe UDI centriste ne sera pas toujours d'accord avec l'UMP et réciproquement. Alors un autre temps fort pour l'UDI-UC actuellement, c'est la succession de Jean-Louis Borloo. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a peut-être une période de flottement autour du leadership à l'UDI. Est-ce que ça affaiblit un peu votre mouvement en ce moment? Les périodes électorales dans les mouvements politiques sont toujours des périodes très tendues. Et d'ailleurs, il y a des mouvements politiques qui n'y survivent pas. À l'UDI, ça s'est plutôt bien passé et ça va, à mon avis, continuer. On a observé que les candidats, les 4 candidats, se sont bien comportés les uns vis-à-vis des autres. Ils ont témoigné d'un esprit de responsabilité. Avec cette mise en cause oui, aujourd'hui, alors il y a une mise en cause. Oui, je pense que Chantal Joanneau a bien résumé la situation. Je rappelle aussi que en matière d'enquête préliminaire, il faut être extrêmement prudent. Il s'agit d'une enquête préliminaire menée par le procureur. C'est donc la phase la plus simple d'une procédure judiciaire. Ça témoigne en rien d'une quelconque culpabilité. Je crois qu'il faut rester très serein par rapport à ces événements judiciaires qui sont... Est-ce que les centristes sont affaiblis par cette période? Non, je ne crois pas du tout. Au contraire, nous sortons plutôt renforcés, car nous avons apporter la preuve de notre capacité à organiser une élection de façon sereine et à surmonter nos différences. Donc je pense qu'au contraire, c'est de très bon augure pour la suite. Merci François Zocchetto d'avoir été notre invité ce soir. Et on en parlait, le nouveau patron des sénateurs UMP, Bruno Retailleau, a déposé aujourd'hui une proposition de loi pour renforcer les sanctions en cas de fraude fiscale commise par un parlementaire. Cette proposition s'inscrit dans le sillage de l'affaire Thévenoud qui a révolté les Français, selon le sénateur de Vendée, et qui porte selon lui un grave préjudice au Parlement. Et puis en bref, le nouveau président du Sénat, l'UMP Gérard Larcher, prononcera le 21 octobre devant les sénateurs un discours dans lequel il présentera la philosophie générale de sa présidence. Les derniers alliés du Parti socialiste menacent encore de quitter le gouvernement. Les radicaux de gauche demandent à nouveau au Premier ministre de renoncer à certaines mesures et prendront leur décision vendredi lors d'un comité directeur. Cécile Sixou. Un nouveau rendez-vous à Matignon, le deuxième en une semaine. Et cette fois, Jean-Michel Bailey compte bien être entendu. Après le bureau national de vendredi, le président du Parti radical de gauche revient à la charge. Il veut signer un nouveau pacte avec le gouvernement. Le problème qui se pose, c'est l'utilité des radicaux au gouvernement et donc dans la majorité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas associés au choix. Et accordez-moi qu'avec beaucoup de courage et de détermination, depuis 2 ans et demi, nous soutenons cette politique et nous soutenons la ligne du président de la République. Pas d'ultimatum, mais des exigences. Les radicaux souhaitent que le gouvernement revienne sur certaines de ses propositions. Réforme territoriale, suppression de la première tranche d'impôt, politique familiale ou encore baisse des dotations aux collectivités. En cas de refus, Jean-Michel Bailey menace. Ces 3 ministres pourraient quitter le gouvernement et ces 11 députés ne plus soutenir la majorité à l'Assemblée. Réponse par médias interposés de Jean-Christophe Cambadélis pour le premier secrétaire du Parti socialiste. C'est la défaite personnelle de Jean-Michel Bailey au sénatorial qui motive sa colère. Il tente de calmer le jeu.
Je propose au Parti radical de gauche un nouveau partenariat stratégique, une alliance progressiste regroupant tous les réformistes de ce pays, tous les réformistes de gauche, qui soient capables d'accompagner le gouvernement, même de dire ce que nous voulons pour la fin du quinquennat, et peut-être réfléchir à l'avenir. Un nouveau coup de pression qui tombe au bon moment. Pas sûr que les socialistes refusent les exigences de leurs alliés radicaux juste avant l'examen du budget. 6 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité requis à l'encontre du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini. Le sénateur, ancien patron du PS marseillais, était jugé pour une affaire de détournement de fonds publics, alors qu'il est encore cité dans plusieurs autres dossiers judiciaires. La mobilisation des militants anti-prostitution ne faiblit pas. Hier, ils ont manifesté devant le Sénat pour dénoncer l'abandon de la proposition de loi sur la pénalisation des clients. Pourtant, de nombreux élus souhaitent voir ce texte inscrit à l'ordre du jour de la Haute Assemblée. Bassel Al-Rifaï et Audrey Kazadi. Rosen Ischer est devenu le symbole de la lutte contre la prostitution en achevant hier sa marche de 800 km jusqu'au Sénat. Quand j'ai vu que le Sénat avait retiré la pénalisation du client, que je considère comme étant le premier responsable des réseaux de proxénétisme, parce que c'est quand même lui qui les entretient et c'est quand même lui qui les enrichisse, je ne pouvais plus me taire. C'est pas possible, on ne peut pas se taire. Une pénalisation du client de 1 500 € prévue dans l'article 16 et auquel le gouvernement était pourtant favorable. Mais les sénateurs estime cet article inapproprié dans la lutte contre le proxénétisme. Les rapports faits dans les pays nordiques ont montré que la pénalisation des clients ont donné des résultats tout à fait mitigés jusqu'à la suppression qu'on demande en Norvège de cet article. Le mouvement du Nid défend depuis 70 ans les droits des personnes prostituées. Pour ces militants, sans être sous la coupe d'un proxénète, la prostitution n'est jamais choisie et constitue un piège pour des milliers de femmes en France. Il faut tirer les conséquences de la reconnaissance par le législateur du caractère indigne et violent de la prostitution. Et c'est vraiment cette sensibilisation qui permettra de changer les mentalités et de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune demande et que demain on ne puisse pas lui acheter une femme ou un homme au bord de la route. Pour l'instant, l'examen du texte a été repoussé à une date ultérieure. Les militants anti-prostitution espèrent pouvoir conserver le soutien des parlementaires favorables à leur cause. L'avenir du Grand Paris au cœur d'un comité interministériel. Manuel Valls, le Premier ministre, entend mettre un coup d'accélérateur au chantier de modernisation des métros et RER en Ile-de-France, quitte à taxer davantage les particuliers et les entreprises. Quentin Calmet. Pour Manuel Valls, c'est une évidence, la disparition des départements dans le futur Grand Paris s'impose. Le Premier ministre veut reprendre la main sur un sujet proche de la réforme territoriale. Il faut être réaliste, il faut être pragmatique, regarder effectivement ce que les élus ont proposé, comment on peut entendre ce qui fait consensus. Donc c'est un vrai travail de conjugaison, d'ambition, de promesses et de pragmatisme. Ville choisie pour faire les annonces sur le Grand Paris, Créteil, préfecture du Val-de-Marne. Manuel Valls y dessine le modèle de la ville de demain. Les chantiers avancent, c'est une bonne chose. Mais dans un monde qui évolue si rapidement, nous ne devons pas perdre un seul instant. Nous devons même aller encore plus vite. Autres annonces, l'accélération des travaux de transport en commun à l'échelle de la région et la construction en priorité de logements sur 20 sites en Ile-de-France. Manuel Valls veut franchir un grand pas. Et nous voulons agir davantage, notamment aux côtés des maires bâtisseurs. L'objectif pour l'Île-de-France, ce sont 70 000 logements construits chaque année. Reste la question du financement de ces mesures après l'abandon sine die de l'écotaxe. Toutes les mesures devraient être chiffrées et précisées lors du projet de loi de finances 2015, examiné à l'Assemblée nationale à partir de mercredi. La loi Toubon sur la défense de la langue française à 20 ans. Un colloque avait lieu au Sénat sur ce thème. Aujourd'hui, objectif, démontrer l'utilité de ce texte, mais aussi analyser ses limites. Jérôme Rabier.
20 ans après, c'est l'heure du bilan pour la loi Toubon qui voulait défendre le français. Et si à l'époque beaucoup s'étaient moqués de cette loi qui chassait les anglicismes, désormais certains la jugent essentielle. Elle est plus que jamais d'actualité. Je crois que la loi Toubon a souligné un certain nombre de mesures qu'il était nécessaire de prendre pour que le droit des Français à s'exprimer dans leur langue leur soit garanti. Tous les contrats de travail sont, grâce à cette loi, traduits en français, même si l'employeur est une multinationale américaine. Tous les services publics doivent utiliser cette langue pour s'adresser aux usagers. Dans un monde globalisé, cela n'empêche pas certaines compagnies françaises d'utiliser l'anglais pour communiquer à la télévision française. Energy has to be better. It's our responsibility. And our commitment to make it better. Total, committed to better energy. Seule la traduction du slogan en français est là pour rappeler l'implantation de la marque. Une bonne raison d'être toujours vigilant pour Catherine Tasca. Le contexte, malheureusement, a confirmé que la place de la langue française dans le monde n'était pas une place assurée, je dirais, ad vitam aeternam, et qu'il fallait qu'il y ait une politique publique pour conforter le rôle de la langue française. En attendant, les puristes de la langue française doivent s'étrangler en apprenant que le tout nouveau prix Nobel d'économie, le français Jean Tirole, préside la Toulouse School of Economics et non l'école d'études économiques de Toulouse. 24h Sénat, tout de suite l'invité. Et notre invité ce soir, Jacques Toubon, bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre de la Culture, ancien garde des Sceaux, actuel défenseur des droits. Merci d'être avec nous. Alors, un colloque a été organisé au Sénat aujourd'hui à l'occasion des 20 ans de la loi qui porte votre nom, la loi Toubon, dont un des objectifs était de défendre la langue française. Si on revient un instant sur la genèse de cette loi, qu'est-ce qui à l'époque vous avait conduit à penser cette loi et à la faire voter ? Cette loi date du 4 août 1994. Elle a été promulguée d'ailleurs à l'époque par le président de la République, François Mitterrand. Et elle remonte à des réflexions qui avaient été faites depuis le début des années 90. Et la loi que j'ai faite repose sur un projet qui avait été réalisé précédemment sous l'ancienne majorité de gauche par Catherine Tasca, qui était ministre en charge de la francophonie. Et le projet que j'ai mené à bien était essentiellement motivé par le fait que dans la politique culturelle, la politique d'exception culturelle que j'étais en train de conduire à ce moment-là, puisque c'est à ce moment-là, en 93-94, que nous avons fait adopter l'exception culturelle dans le commerce international, dans cette politique, il paraissait tout à fait évident que nous devions assurer à tous les Français, à toutes les personnes qui vivent sur le territoire de la République, la possibilité de s'exprimer dans la langue la plus communément utilisée. C'était, je dirais, une volonté d'égalité. La Constitution en 1992 avait été modifiée pour dire la langue de la République est le français. Ça avait été décidé à cette époque-là. Et en application, nous disions, tous les Français ont droit à pouvoir lire et s'exprimer en français. Mais en particulier dans tous les domaines de la vie courante, comme la consommation ou le travail, par exemple. Alors, 20 ans après, quel bilan faites-vous de l'application de cette loi, Jacques Toubon ? C'est un bilan qu'on peut dire contrasté. D'abord, personne ne peut dire ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la loi de 1994. Il est possible que le paysage français, au sens même le plus simple, le paysage physique, eût été très différent et probablement davantage uniformisé, comme dans certains pays d'Europe, où on voit bien que l'anglophonie, en quelque sorte, domine le paysage. Mais surtout, elle a été appliquée de manière très efficace dans certains domaines. En matière, par exemple, de consommation, c'est clair qu'aujourd'hui, il n'y a plus un mode d'emploi d'un appareil que vous achetez qui ne soit écrit en plusieurs langues, mais en tout cas en français au moins une fois. De la même façon que pour les relations du travail, de plus en plus, les juges obligent les entreprises à procurer à leurs salariés, même si ce sont de grandes entreprises internationales, des documents en français. De la même façon, je crois que dans la télévision et la radio, de service public, je crois que la loi a servi à ce que, aujourd'hui encore, on peut dire que, globalement, l'audiovisuel public en France fait attention à la manière dont on parle et emploie la langue française de manière souvent très, très bonne. Et puis,
il y a d'autres secteurs qui sont moins favorisés. Par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de services publics et d'entreprises de services publics qui semblent indifférentes en matière de transport. La SNCF, par exemple, ou la Poste, qui semblent négliger l'application de la loi. Et il reste un grand sujet, qui est le sujet de l'enseignement. L'enseignement doit être en français, la Constitution le prévoit, la loi le prévoit. Il y a des exceptions pour la recherche et pour l'enseignement supérieur. Est-ce que ces exceptions sont trop larges ? Est-ce que l'utilisation du français, par exemple, dans les colloques ou les publications scientifiques, est trop restreinte? C'est une question qui est posée aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait renforcer votre loi, la faire évoluer? Je n'ai pas le sentiment qu'il faut la faire, il faut la renforcer ou la modifier. En 2005, un sénateur, Philippe Marini, avait présenté une proposition très utile et ça a donné lieu d'ailleurs à un rapport du sénateur Jacques Legendre, qui est un grand spécialiste de ces questions, qui fait vraiment le point sur la loi. On peut dire que même si la loi n'est pas modifiée, on peut l'appliquer mieux. Et par exemple, on peut l'appliquer mieux dans les services publics. Et je dirais que le défenseur des droits que je suis devenu considère le droit au français comme un droit fondamental. Et je pourrais éventuellement le faire appliquer dans les différentes circonstances de la vie si je suis saisi. On a vu que vendredi, Patrick Modiano a reçu le prix Nobel de littérature. Est-ce qu'un prix Nobel attribué à un Français pour son œuvre permet davantage de promouvoir la langue française finalement plutôt qu'une loi, aussi parfaite soit-elle? Ce qui est certain, c'est que pourquoi la langue française doit être promue et mise en avant? Parce que pour des millions et des millions de gens, des centaines de millions de gens dans le monde, elle a un sens, elle a une portée. C'est une langue qui dit des choses intelligentes, qui dit des choses humaines, qui raconte des histoires, qui a à la fois peut-être la souplesse de certaines langues comme l'anglais, et en même temps qui n'emploie pas des mots valises, qui emploie des choses, qui dit des choses précises. Et je pense que Modiano est l'exemple même, comme était il y a quelques années le Clésio. Le Clésio racontait le monde en français. Modiano raconte la France et une certaine période d'ailleurs de l'histoire de France en français. Tous les deux, ils sont des exemples de ce que vaut la langue française, à la fois dans la littérature, c'est-à-dire dans l'art, mais en même temps dans la vie de tous les jours. Et encore une fois, le principe de la loi de 1994, c'est d'assurer l'égalité entre tous. Alors Jacques Toubon, vous le disiez, depuis le 16 juillet 2014, vous êtes défenseur des droits. Votre nomination à l'époque avait suscité interrogations et inquiétudes à gauche. Est-ce que désormais cette polémique est derrière vous ? Je l'espère en tout cas. Pour le moment, depuis 2 mois et demi, j'exerce mes fonctions. J'ai commencé à rencontrer tous nos partenaires, toutes les associations, à travailler sur beaucoup de sujets, quelques-uns très difficiles, comme par exemple les mineurs isolés étrangers, ou les centres de rétention administrative, ou l'accès aux soins, ou la situation par exemple des enfants handicapés à l'école. Dans tous ces domaines, j'ai pris des positions qui assurent la continuité. Justement, par rapport est-ce que c'est difficile de continuer, de s'inscrire dans la lignée de votre prédécesseur, Dominique Baudis? Il avait vraiment réussi à incarner cette fonction? Dominique Baudis a installé le défenseur des droits. En 2011, il y avait eu beaucoup de discussions. Il a réussi à faire l'architecture du défenseur, des procédures homogènes, et à établir son autorité. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la courte expérience que j'ai, ça continue. Mais ce que je veux faire, c'est encore, sur le socle qu'a bâti Dominique Baudis, aller plus loin, c'est-à-dire développer la promotion des droits et l'accès aux droits. Alors notamment parmi vos priorités, vous le disiez, il y a le droit des enfants. Est-ce que vous pensez que les nouvelles lois sur la famille menacent les enfants, notamment en matière de PMA ou de GPA, Jacques Toubon? Je crois qu'il faut être très raisonnable. Et nous, le défenseur des droits, justement, nous essayons de sortir d'une espèce de débat idéologique qui oppose un camp avec l'autre. Je prendrai un exemple. La Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il était conforme à la Convention internationale des droits de l'enfant de donner une identité aux enfants. Nous pensons, nous, le défenseur des droits, qu'il faut effectivement mettre en application en France, et c'est la responsabilité du gouvernement, mettre la transcription de l'état civil, c'est-à-dire donner, c'est ça le fond des choses, donner à ces enfants une identité en France. Après,
il y a des choses sur lesquelles moi je me suis exprimé à titre personnel et j'ai dit que pour ma part l'interdiction de la GPA me paraissait être tout à fait indispensable et qu'il ne fallait pas changer la loi. Quant à la PMA pour tous les couples, c'est un vaste débat. Le comité consultatif national d'éthique est saisi. Attendons son avis. Mais ce que le défenseur des droits peut apporter, c'est d'une part une application stricte du droit positif et d'autre part, pour ce qui concerne l'évolution du droit, le placer dans une stricte perspective juridique et ne pas se laisser aller aux invectives, je dirais, idéologiques d'un côté ou de l'autre. Autre thème d'actualité, Jacques Toubon, le projet de loi anti-djihad qui a été adopté par les députés et qui arrive cette semaine au Sénat. Ce projet de loi renforce la traque sur Internet avec des logiciels espions, la perquisition de ce qu'on appelle les clouds, les espaces de stockage virtuel des données. Certains ont pu juger ce projet de loi liberticide. Qu'en pense le défenseur des droits? Je n'irai pas jusque-là, mais nous avons écrit au ministre de l'Intérieur et nous avons fait un certain nombre d'observations sur certaines dispositions concernant par exemple les sites internet ou concernant la liberté individuelle. Nous avons fait un certain nombre de remarques sur le projet de loi et nous les avons d'ailleurs non seulement envoyées au ministre de l'Intérieur mais transmises aux parlementaires puisque la loi est justement, comme vous le disiez, en cours d'examen au Parlement. Alors justement, le Sénat, avec bien la réélection de Gérard Larcher, on a vu ces derniers temps un climat assez hostile au Sénat, dans la presse, avec ce qu'on a pu appeler du Sénat bashing. Certains préconisaient même la suppression de la Haute Assemblée. Qu'en pensez-vous, Jacques Toubon? Je m'exprimerai en tant qu'ancien parlementaire et ancien ministre, et non pas en tant que défenseur des droits. Mais selon toute mon expérience, qui remonte à 20 ou 30 ans, le Sénat est très utile. Et moi qui suis juriste, qui ai présidé la commission des lois à l'Assemblée nationale, qui ai été ministre de la Justice entre 1995 et 1997, je peux vraiment témoigner de l'apport du Sénat à la législation, de sa commission des lois, naturellement, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, mais aussi, de manière plus générale, du fait qu'il y a au Sénat un examen des textes qui est particulier, qui n'est pas fait selon les mêmes méthodes et le même état d'esprit que l'Assemblée. Je crois donc que le bicaméralisme est parfaitement justifié. Autre thème d'actualité, Jacques Toubon, la situation des migrants à Calais. Les autorités françaises sont confrontées à un afflux de personnes qui souhaitent se rendre en Angleterre. Est-ce que vous pensez que les droits de ces migrants sont bien respectés, suffisamment respectés par les autorités françaises? Nous avons été souvent saisis par des associations locales en particulier, et dans quelques cas, nous avons fait respecter les droits des personnes qui étaient bafouées. Mais de manière générale, la situation est une situation qui a un caractère de défaillance humanitaire, plus encore, je dirais, que de maltraitance juridique. Mais chaque fois que ça a été nécessaire, nous l'avons fait, comme nous le faisons d'ailleurs de manière générale. Par exemple, je prends un exemple, les mineurs qui sont à tort incarcérés dans des centres de rétention administrative, eh bien, nous nous battons pour qu'ils en sortent. Merci beaucoup, Jacques Toubon, d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Voilà pour cet entretien enregistré un peu plus tôt cet après-midi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22 h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.